Eh ben, écoutez, bonjour et bienvenue pour ce 10e épisode de notre deuxième saison des Meetups de DevApps. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps. Aujourd'hui, on va zapper la partie actualité parce qu'il y a rien de bien spécial, si ce n'est la news là, qui est tombée ce matin, comme quoi Salesforce a racheté Slack pour je ne sais plus combien, de 28 milliards de dollars. Bon. 28 milliards. Normal. Ouais. Donc voilà, ils étaient en négociation depuis un certain temps et ça y est, ça a été concrétisé. Il y a une autre chose, mais j'attends un petit peu une semaine pour en parler. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler du projet LAT. Alors, je ne sais pas si on dit LAT ou latte ou genre Comme de le choses. café latte. C'est comme le café, c'est latte. Ouais, c'est comme le café, mais ça m'étonnerait. Qui est la possibilité d'exécuter les applications Android sur Windows 10. Ouais. D'accord. Alors, j'avais entendu parler de ça, mais je savais pas que ça s'appelait latte. Voilà, il y a eu un article sur Windows Central et il y a tout le monde du coup qui a repris ça. Mais bon, on n'en sait pas beaucoup plus. Si ce n'est qu'actuellement, c'est pas tellement de faire exécuter les applications Android qui est compliqué, puisque on a tout le sous-système Linux maintenant qui est intégré à l'intérieur de Windows 10. C'est plutôt l'intégration des applications Android, enfin des services Google à l'intérieur des applications. Et donc, là, C'est pour ça que j'ai vu certains gars de chez Microsoft sur GitHub aujourd'hui d'ailleurs travailler sur les Google API sur GitHub aujourd'hui. C'est marrant ça. Ouais, Dans Google API, ils ont été faire des forks de code. Tiens. Oui, observe les gens de Microsoft, toi, maintenant. Ça fait un peu pervers. Hein. Oui. En parlant de pervers et la Belgique. Qu'est-ce que tu racontes, là? Bon, on va passer. Qu'est-ce qu'il a à dire, le monsieur? Est-ce qu'on pourra couper au montage, s'il vous plaît? Attention, nous avons les moyens de te couper le micro. Bien. Et donc aujourd'hui, on a deux parties. Une première partie par Alain, qui va nous présenter un site qui s'appelle BrowserStack, qui permet de tester ces applications. Et dans une deuxième partie, on va avoir Michel Perfetti qui va nous parler on en avait parlé un petit peu la semaine dernière de tout ce qui est gestion des logs. Et lui a implémenté une gestion des logs avec App Insight et il nous montrera comment ça se passe pour lui, quelle solution il a trouvé avec App Insight. Donc voilà, écoutez, Alain, je vais te laisser la parole et puis tu peux reprendre la main sur l'écran pour présenter ce que tu as présenté. D'accord, merci. Je partage l'écran. Ça va, vous voyez bien mon écran? Nickel. Oui. Oui. Un bruit de soufflerie, quelque chose. Moi j'ai un bruit de soufflerie. Il y a quelqu'un qui souffle. Ça entend bien. Ah. Ici, c'est mieux. C'est bon. Ok, donc voici, je vais vous faire une petite introduction à BrowserStack. Ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise vraiment, donc c'est pas vraiment très approfondi. Si vous ne connaissez pas encore BrowserStack, vous comprendrez un petit peu plus tard pourquoi j'ai choisi ce titre, One Browser to Rule Them All. Donc voici, je vais commencer par me présenter. Donc en 2011, j'ai été diplômé de l'IMEP en saxophone et en pédagogie. En 2013, j'ai décidé de me reconvertir au développement informatique. Depuis janvier 2019, je travaille chez Onirix avec Denis, ici. Et pour moi, la vie serait impossible sans musique, sans informatique et sans bière. Alors, pour la petite introduction, j'ai mis une définition Wikipédia. En gros, BrowserStack va nous donner des machines virtuelles qui vont nous permettre de choisir des combinaisons
de système d'exploitation et de navigateur, et pouvoir les tester en ligne, donc sans avoir besoin d'être sur sa machine. Donc on est juste dans un browser et on peut essayer presque toutes les combinaisons possibles de browsers grâce à BrowserStack. Alors les avantages, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer tous les browsers existants sur sa machine, et donc on évite par là toutes les mises à jour qui arrivent en permanence, les messages d'erreur qui nous disent que notre navigateur par défaut n'est pas celui qu'on utilise, etc. Quand on n'a pas de hardware à disposition, comme chez nous par exemple, pour tester sur Safari, on ne doit pas tout le temps déranger son collègue Loïc pour lui demander de tester le bug et de corriger le bug sur Safari. On n'a pas besoin de gérer des machines virtuelles avec tous les différents OS possibles et pas besoin de maintenir des serveurs avec ces machines virtuelles. En plus, sur BrowserStack, on peut aussi faire tourner des tests automatisés avec Selenium. Voilà, c'était la partie théorique. Maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. Je prends des notes. Donc, on arrive sur le site de BrowserStack, simplement. On s'authentifie. Normalement, je suis déjà authentifié. Voilà. On a une fenêtre de Quick Launch qui nous donne toutes les combinaisons donc possibles sur le site de BrowserStack. On remarque qu'il n'y a pas Linux, il n'y a pas de système Linux, mais on a quand même déjà pas mal de choix avec des appareils Android. Donc ici, on est vraiment sur des vrais appareils normalement. Quand il n'y a pas l'icône, ce sont des émulateurs. Des appareils iOS, Windows 10 jusqu'à Windows XP, enfin de Windows XP à Windows 10, et Mac aussi de Snow Leopard à Catalina. On va lancer tout de suite l'ancienne version de Chrome. Donc on avait un bug sur Chrome par exemple, et on suspectait une ancienne version de Chrome, une version qui n'était peut-être pas à jour. Et le problème sur Chrome, c'est qu'il se met automatiquement à jour. Donc tester des anciennes versions de Chrome, c'est très difficile. Normalement, du coup, les clients aussi ne devraient pas avoir de version obsolète, mais ici, ce n'était pas ça la cause. Je vais commencer par un site. Donc, on peut lancer le browser. On a Windows qui est effectivement lancé derrière, mais on n'a aucune application. On peut voir notre site. Le site en ligne est très simple à voir. Ici, je fais un peu de pub pour un groupe d'amis. Si vous voulez aller écouter, n'hésitez pas. C'est de la musique, violon, mandoline, trompette et accordéon. On peut changer de résolution d'écran, très simplement, en un clic. Il relance une nouvelle machine. J'ai des messages d'erreur en permanence parce que je n'ai pas les tests locaux. On peut changer les settings, mettre le clavier correct pour faire les tests dans les formulaires, ce qui est assez pratique. Changer l'IP location, ça, je n'en ai pas eu besoin jusqu'à présent. Et changer de browser, donc très simplement, en un clic de bouton, on va passer sur Catalina et Safari. Donc on n'a pas spécialement facile de tester sur... pour nous ici, je pense qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Microsoft. Donc là, on a une vraie machine, quoi. On se connecte vraiment sur une machine Mac. C'est vraiment l'impression que j'ai, oui, qu'on est sur une machine virtuelle qui est lancée. Quand tu payes par mois pour BrowserStack, tu as des instances, du coup, est-ce que ça pompe ton système au niveau tarifaire comme Azure, ou non, c'est un paiement par mois et puis la machine va s'éteindre toute seule? Ici, on a pris un paiement par mois. Je pense que c'est la seule formule qu'ils offrent. Donc, c'est 39 € par mois, je pense. Et on a accès à toutes les machines, alors, c'est ça? On a pris pour un mois pour essayer. On a accès à tous les émulateurs mobiles et les machines Windows et Mac. Mais tu as un temps par mois d'utilisation? Non, j'ai pas l'impression. Ici, donc c'est 39 € pour un utilisateur et un test en simultané. Après, il y a pour plusieurs équipes. Je montrerai un petit peu les pricing tout à l'heure.
Et tu peux te connecter sur une adresse locale? Je vois qu'ici, tu as mis une adresse IP locale. Ici, l'erreur que j'ai, donc j'ai mis mon adresse IP pour passer sur Safari. Localhost Safari, il a tendance à planter. Et alors, il y a une petite manipulation à faire pour autoriser le testing local. Donc, Parce que là, tu es quand même sur Internet. Là, tu es sur BrowserStack, c'est sur Internet. Mais donc, tu peux quand même... Il y a une sorte de passerelle avec ton PC oui. local, alors. En fait, donc c'est cette petite application qui permet de télécharger sur la documentation du testing local, qui va nous lancer un web server local et qui va faire un tunnel en fait vers Browser Stack. Voilà, il a lancé le tunnel. Ah, oui. On doit juste rentrer une access key qui nous est donnée dans notre account. Et comme ça, il sait se connecter à notre browser local. Ici, j'ai lancé un browser sur le port 8000 de mon serveur. C'est mon groupe cette fois. Le site n'est pas encore en ligne, donc l'idéal, c'est de pouvoir le tester pendant qu'on développe en local, de vérifier sur tous les browsers. Donc ici, avec ce simple tunnel, on s'est testé en local. On va lancer ici un Galaxy S20, voir sur le navigateur Samsung, qui d'expérience m'a aussi déjà quelquefois posé des problèmes de rendu. Je vois que tu te soucies pas de fermer tes instances. Non, il switch automatiquement, il est ferme. Oui, tu n'en as jamais qu'une à la fois. Oui, je ne sais pas comment il gère vraiment, mais la mise à jour. C'est vachement rapide, n'empêche. Ouais. Par contre, une fois qu'on est en ligne, on sent quand même un petit peu de lenteur quand on essaye de swiper. Ça vous fait pas penser à l'époque de Nokia qui nous avait donné cette possibilité-là, de tester nos applications sur des vrais téléphones connectés? Oui, mais ça coûtait une blinde. Hein. Ah, mais on ne payait pas, nous. On avait des heures, je crois. Ouais. T'as déjà payé quelque chose, toi, Christophe? Ouais. Ici, c'est peut-être le fait d'avoir la vidéo aussi qui tourne. C'est quand même assez périlleux de scroller. Mais oui, j'ai oublié de montrer aussi. Dans ce cas-ci, on ne sait pas ouvrir la DevTool parce qu'on n'est pas dans Chrome. Mais sur les appareils Android, on sait vraiment ouvrir le DevTool comme dans notre browser local, comme si on était dans Chrome. Je vais switcher sur Chrome. Et dans les browsers Safari, Chrome, etc., on sait aussi avoir le debug, la DevTool locale, pour débugger comme si on était sur notre machine. Par contre, on est vraiment dans la fenêtre de notre browser, donc on ne sait pas, on a juste cet espace-là pour débugger. Et il faudra un écran extra large pour pouvoir vraiment en profiter pleinement. Un truc de fou, je viens de voir que sur leur site, là, on peut encore tester sur Windows Phone. Les mecs, c'est des grands malades. Un jour, c'est plutôt ça la différence. Windows XP aussi, tu vois. Et je vois qu'ils n'ont pas mis Edge, par contre. Il n'y a pas Edge? Ben, on ne dirait pas. Sur quel site? Sur l'Android, par exemple, il n'y est pas. Et là aussi, là, le Edge, c'est l'ancien. Sur Windows, tu as Edge? Ah non, il y est là. Oui, on a Internet Explorer. Edge. Il y a un écho chez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui tape. Le même clavier que toi. Ouais, le même clavier que moi. Ouais. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas Edge sur les appareils Android. Ah oui, sur Android. Ah oui. Et sur Windows, il n'y a pas les Edge précédents. Par contre, on a toujours IE. Ouais. 6. C'est impressionnant quand même. Il y a quelques outils en plus qui sont plus ou moins intéressants. Il y a un outil de screenshot. C'est celui que je trouve le plus intéressant dans le tas. Donc, on choisit jusqu'à 25 appareils sur lesquels on veut faire un screenshot. Oh, c'est cool. C'est les plus anciens qui sont dans l'autre ordre, en fait. Pixel 4. Ici, par contre, ça a l'air d'être Edge
ou alors ils n'ont pas mis à jour leur icône. Ici, pour autoriser le testing local, c'est une autre manipulation. En fait, il existe une extension. Mais l'extension s'affiche en orange, en jaune. L'extension ici s'affiche en orange quand on est dans les browsers. Et alors que le tunnel s'affiche en vert, je ne sais pas trop si ça fonctionne vraiment ou pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'ouvre d'une part le tunnel, j'ajoute l'extension de l'autre. Et alors, à ce moment-là, je vais retourner dans les screenshots. Mais enfin, en général, je suppose qu'on fait plutôt des screenshots d'un site qui a été déployé dans un environnement de dev ou d'acceptance, non? Oui, tu fais des screenshots de local? Oui, je pense que c'est mieux de faire les tests vraiment sur les différents browsers quand on a quand même déjà quelque chose à montrer. En dev, on ne va pas passer son temps à faire des screenshots toutes les 4-5 lignes de code. Donc ici, avec l'extension, on peut tester en local. Et là, il a gardé les systèmes que tu avais cochés, les navigateurs, quoi. Oui. Parce que tu as quitté quand même ta session. Oui, parfois il les garde, parfois il les garde pas. Ici, il en a gardé 3. Par contre, et là, il est obligé de démarrer les machines, du coup. Oui, je pense qu'il démarre la machine, il fait le screenshot et alors il scrolle. Donc j'en ai fait quelques-uns hier pour montrer. Il scrolle dans la page. Donc si on prend sur Samsung, on a un beau screenshot. Il scrolle la page. Et alors, ici, les images apparaissent progressivement quand on scrolle. Donc je pense que dans ce cas-ci, ce cas de figure-ci, c'est pas top parce qu'on n'a pas toujours les images qui sont tout à fait affichées. Le scroll plante un petit peu. Si on prend l'iPhone, on voit par exemple les barres de navigation de l'iPhone qui sont là. Donc, je sais pas, il ne gère pas vraiment l'espace qui est attribué à la page web. Mais bon, ça permet quand même d'avoir un petit aperçu de ce que la page donne, à part sur Safari aussi. Donc, voilà, l'outil est là. Je trouve que ça pourrait être intéressant, mais après, visionner l'image, c'est compliqué. Et ça ne fonctionne pas de manière optimale sur tous les browsers qui proposent. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que dans tes recherches, tu as vu s'il y avait une manière d'automatiser le parcours grâce à des API? Je pense par exemple à tout ce qui est au CD quand tu as déployé un environnement, de pouvoir d'utiliser BrowserStack pour générer des captures d'écran sur différents environnements de test. Ouais, notamment, tu te logs, quoi. Tu passes par un écran de login, tu rentres un login password, et puis tu arrives sur une page. Ouais, mais c'est automatisé dans ce cas-ci. Vraiment, où c'est dans la partie pipeline de release qui va faire cette partie-là d'automatisation. Je n'ai pas cherché de ce côté-là, mais ce serait vraiment bien, surtout... Mais tu avais parlé de Selenium aussi, non? J'imagine que tu peux utiliser ça avec Selenium, effectivement. Oui, mais à ce moment-là, j'espère qu'il y a une intégration plus intéressante que de passer en direct. Parce que si tu dois aller te connecter sur BrowserStack avec Selenium, si à un moment ils changent chez BrowserStack leur façon d'authentifier, tu as tous tes tests qui passent au rouge. Ouais. Et BrowserStack propose aussi justement un autre outil qui s'appelle Percy. Si on parvient à automatiser les captures d'écran, ça pourrait être intéressant. Je suis passé très brièvement dessus. Ce que ça me donne l'impression, c'est que c'est un genre de Git, mais sur base d'images. Donc si on a des captures d'écran vraiment fixes, ici, il va mettre en évidence les différences entre l'image A et l'image B. Ici, c'est l'icône a changé de couleur. Ici, les icônes de warning sont passées en orange aussi. Et donc, à ce moment-là, on peut approuver les changements sur un point de vue visuel vraiment de la page. Si on parvient à automatiser les captures, enfin, j'imagine que ce serait l'étape à faire au préalable, automatiser les captures d'écran pour ensuite mettre en évidence les différences et pouvoir valider les modifications.
Donc là, on a un système qui permet de switcher entre différents browsers sur différentes machines. Maintenant, est-ce qu'il y a justement avec Selenium par exemple un moyen d'automatiser les tests pour valider son application, qu'elle fonctionne bien? Moi, j'ai pas fait vraiment beaucoup de tests Selenium, donc ici ils ont Automate et App Automate. Donc en fait, là-dedans. ça permet de lancer des tests Selenium et d'avoir vraiment Le résultat. Donc, les tests Selenium sont lancés sur ici Chrome 80 Windows 10 sur BrowserStack. J'ai fait 2 petits tests par défaut. Quand on va pour la première fois sur la page, on a un petit tutoriel qui nous montre comment faire un test. Donc, on rentre son username, son access key, la page de BrowserStack. On crée ses capabilities avec quel OS, on choisit l'OS et on choisit le browser qu'on veut. On lance notre driver et sur base du driver, ici on va se connecter à google.com. Ils vont récupérer le champ query, entrer browser stack dans le champ query et faire un log du title simplement. Une fois qu'on lance ce test-là, ça va assez vite à le lancer. Si je vais sur la page, on voit directement qu'il est en train de le lancer. Les interactive sessions, ça donne rien jusqu'à présent. Enfin, mes tests sont quand même très rapides aussi, qui font très peu. Alors ensuite, on a vraiment les logs qu'on peut afficher. Ici, il n'y a pas de log. On peut déclencher les network logs aussi, mais dans ce cas, le test prend beaucoup plus de temps, les Selenium logs. Et alors, on peut rejouer aussi. Il enregistre carrément la vidéo de. J'imagine qu'il passe plus par des captures d'écran ponctuelles. Ici, la pop-up de Chrome s'est ouverte. Il est un petit peu décalé, je trouve, par rapport à ce qu'il est censé faire. Et ça, dans le prix dont tu parlais de en gros 40 €, ça te donne tout ça. Tout ce que tu es en train de me montrer, c'est à ce test-là. On a, je ne sais plus si on est peut-être limité dans certaines, par exemple les captures d'écran, je crois qu'on est limité à 3000 ou 5000 captures d'écran. Ah ouais. En nombre d'utilisateurs aussi? En nombre d'utilisateurs, ici, donc c'est 40 €, c'est pour un utilisateur et un utilisateur connecté à la fois. Pour tester en local, avec Selenium, il y a juste une petite astuce. Là aussi, le mieux, c'est d'automatiser et d'être sur un environnement d'acceptance. Dans les capabilities, il suffit de rajouter browser stack local, de lancer son tunnel browser stack. Et alors, à ce moment-là, il peut lancer nos tests. J'en ai qui ont déjà tourné. Et les tests Selenium, ils sont forcément en JavaScript? Non. .NET. Peut être en Java. Je pense que je ne sais pas s'ils ont. Je ne sais pas s'ils ont en .NET. J'ai oublié de regarder. Si c'est possible en .NET. Ah ben voilà. Ouais, ici, j'ai un environnement plutôt JavaScript, donc j'avais plus facile de prendre en JavaScript. Il suffit d'installer avec yarn ou npm install. Oui, bien sûr. Et après, ça tourne avec Node, donc c'est vraiment très simple. Je pense que le plus intéressant est là. Ils ont 2 outils supplémentaires qui permettent de... Ici, responsive. Je ne sais pas vraiment ce que c'est censé faire, se charger vraiment sur tous les différents appareils et pouvoir switcher rapidement l'un à l'autre. Mais donc, il passe beaucoup de temps à charger toutes les pages partout. Et puis, il a planté au moment où il était censé y arriver. Parce que mon adresse était mauvaise, en fait.
Ils vendent Surface Duo? Pardon? Bon, une question bête et méchante, mais ça va être intéressant qu'il l'ait. À mon avis, De c'est quoi? un peu tôt. Surface Duo. Je ne la vois pas, mais Oui, ça m'étonnerait qu'il l'aurait déjà. je pense qu'au lieu d'avoir Windows XP, enfin, quoique Windows XP est encore un peu utilisé, mais Je l'ai vu il n'y a pas si. En 2020, j'ai encore vu chez un client. ouais, c'est vrai. Moi, Bon, j'en voilà, ai c'est- un. Il y a D'ailleurs, un on mois, va j'ai leur donner voulu que de j'installe merde. l'application. Voilà, tout ça. Tu parles de ton PC, Christophe? Je l'ai encore. Je te promets, ça Non, parce tourne. que ce qui est quand même détonnant, c'est que tu peux t'amuser comme ça à lui balancer des tests à longueur de journée et on a toujours cette facturation de 40 Ah oui. euros, je sais plus. On n'est pas habitué avec Azure. Hein. Mais j'ai vu un compteur de minutes. Oui, T'es quand j'ai même, vu, ouais, j'ai vu quelque chose, ouais. t'es quand même limité dans le temps. C'est pas. Ils offrent des tests, mais alors on peut lancer un browser enfin, pendant qu'on est en phase de test, on peut lancer un browser pendant 1 minute. Et puis après, tu es obligé de changer, mais rien que le fait d'entrer ton URL, ton URL comme ça un peu lent, ouais, la minute est vite passée. Et je vois qu'il y a un forfait freelance open, à 12,50 $ par méga avec 100 minutes de live. C'est quoi leur truc? Il y a leur plan, je comprends pas tout. Mais Non, en tout cas, c'est vachement bien. Ici, on a Lab qui va lancer aussi directement en parallèle sur plusieurs combinaisons notre page et nous dire, ben voilà, les temps de chargement. Non, parce que sincèrement, vous avez déjà testé dans les tools F12 des navigateurs les différentes vues qu'on peut avoir sur les mobiles et les browsers. Oui. C'est vrai que ça n'arrive pas à la hauteur du réel. Hein. Ce qui n'est pas vraiment réaliste, quand on branche un vrai appareil, on s'en rend compte, c'est que ben, la barre de navigation sur Chrome, par exemple sur Android, quand on scrolle qu'on descend sur la page, la barre de navigation se masque. Du coup, les tailles de notre page changent et parfois ça s'adapte mal. Quand on est sur Chrome et qu'on teste avec F12, on n'a pas ce problème-là parce qu'il ne nous affiche pas la barre de navigation, elle se trouve là. Oui, et puis comme tu disais, rien que l'aspect JavaScript, quoi, quand tu dois tester qu'il y a une fonctionnalité qui marchait et qui ne marche plus, ou l'inverse, comment le savoir? Tu as un client qui te dit moi j'appuie sur le bouton, ça ne marche pas. C'est peut-être comme tu dis, simplement parce qu'il n'a pas la dernière version ou qu'il a une version qui est sur un système qu'on n'a jamais utilisé ou qu'on n'a jamais testé. Ouais. Et on ne va pas tous les acheter non plus. On ne peut pas toutes les acheter, on ne veut pas installer toutes les versions des navigateurs. Ouais. Surtout si le problème vient d'une version antérieure, pas mise à jour. Et c'est qu'un abonnement par mois. On ne peut pas se dire, par exemple, tiens, je voudrais justement pour un one-shot pendant une journée ou pendant 2 jours, tester mon application. Ici, on peut tester, donc je n'ai pas trouvé de durée plus courte pour tester. Tu peux tester pendant une journée, mais tu payes aussi 40 €. Ouais, voilà. Ouais. Denis. C'est exactement. Moi, je vous donne des solutions. Hein. Non, mais tu as raison. Tu devrais être commercial. En fait, Denis va te sous-traiter 39 € pour la journée. Et après, Voilà. récupère le compte. Ici, dans les produits, ils ont Automate, donc peut-être qu'on a plus de choix au niveau test automatisé Selenium pour le Selenium version. Oui, dès que tu passes à 2 tests en parallèle, là, tu augmentes tout de suite à 400 $ par mois. Quoi. Ouais. Oh mon Dieu. Maintenant, c'est toujours moins cher de passer en annuel. Si on sait Je vais regarder si on n'a pas une licence NFR. Ok. Cette version-là, desktop, et on a quand même déjà pas mal de produits pour tester ce qu'ils font. Tiens, j'ai une info qui vous sert à rien. C'est indien, ils ont 600 salariés depuis 2011. C'était juste pour le placer, parce qu'après, plus jamais dans ma vie, je pourrais le dire. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce qu'ils ont derrière? Ils ont des devices physiques, mais ils en ont plusieurs, du coup. S'ils le vendent à 5 personnes. Si c'est des Indiens, je connais la solution. C'est plein de petits Indiens, c'est un grand bureau plein, comme des bureaux de dessin, puis il y a plein de petits devices. Et ils les impriment. Ils Ils impriment tes écrans, et puis après, ils te les photographient et te renvoient la photo, c'est ça? Ils disent, ouais.
device Android et iOS réel. Donc, Et en fait, ils sont de la géologue parce que dans les caves à Paris aussi, il y a des petits Indiens qui bossent selon l'emplacement où tu veux te positionner. Ah, mais vrai iOS, vrai Android device, il doit avoir un paquet pour avoir. T'as jamais eu de problème où quand tu cliquais sur un, on te disait ah bah non, il est utilisé pour le moment, quoi. non, j'ai pas eu ça. Non, mais t'as raison, Denis, parce qu'on avait ça sur Nokia avant. Tu dis, ah bah non, celui-là, il est pris pour l'instant, fallait attendre. Ouais, c'est ça. Mhm. Bon, J'ai- maintenant, ils ont j'ai- sans doute calculé le truc. Hein, mais Tu sais, des Indiens, t'en as même à Seattle. Hein. oui, il y en a partout. Ouais. Bah oui, c'est ce que je dis, il y a la géologue, c'est top. Sinon, tu prends des Chinois. Hein. Bon, vu c'est fini le café du commerce là. C'est une bière. Ok. Je pense que tu vas devoir éviter de mettre le podcast en ligne. Il y a trop de racisme sur. Oui, c'est Voilà. ça. Ouais. On s'excuse déjà à l'avance, comme ça. On va se faire éjecter. On va enlever 20 minutes du podcast. Moi, je vais me plaindre à la direction parce qu'il n'y a pas de code de conduite. C'est dommage, Alain, parce que ton podcast, ton épisode était vraiment chouette. Enfin, ta présentation était chouette. Et à cause de gens comme ça, on ne pourra pas l'entendre plus tard. C'est pas grave, c'est mon premier. On va le refaire après. Bon, Voilà. eh ben, écoute. Sinon, tu peux nous donner un peu de musique Oui, alors justement, tiens, Alain, avant de passer la parole à Michel là, pour qu'il se prépare, c'est du saxo que tu fais? Du saxo, et puis oui, professionnellement, enfin anciennement professionnellement, c'est du saxo. D'accord. Et puis maintenant, C'est je du fais un clavier. peu de basse aussi. Tu connais peut-être le quatuor Ellipsos? Google. Non? Non. Bah, ouais. Cherche le quatuor Ellipsos, et tu me diras ce que t'en penses. Ellipsos? Ellipsos. Ellipsos. Ipsos, ils font des sondages, je pense. Ils jouent du Ouais, pipeau, c'est ça, mais hein. pas du saxo. Hein. Non, cherche quatuor Ellipsos. Parce que là, c'est SNCF, là. 50% SNCF. Ça va pas aller, je suis pas sur ligne. Voilà. Et ben, tu vois le vieux en haut à droite? C'est le frère Harry. Non, c'est mon filleul. Bon, bref, on va passer. Je vais mettre de côté pour plus tard. Voilà, oui. Ça lui permet de rentrer dans des boîtes comme ça. Ouais. Ok, bah merci. Bah écoutez, on va passer la parole à Michel, hein, puisqu'il est arrivé, il sort de réunion et Ah putain. il va jongler directement. Ouais. Ben, c'était pour parler de. On a parlé, je crois, la dernière fois pendant le meet-up de Log. Ouais. Et on en a parlé de discussion. Et moi, j'avais une problématique qui était. J'utilise Application Insight tous les jours, enfin sur mes applis. Mais ça me fait chier d'avoir Application Insight qui traîne dans toutes mes bibliothèques. Parce que quand on utilise Application Insight, je vais vous montrer, j'ai un petit projet qui va me permettre d'illustrer un peu tout ce que j'ai à dire dessus. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Donc c'est un petit projet en MVC classique. J'ai une petite calculatrice, donc je prends des nombres, je renvoie un résultat. Rien de vraiment très compliqué pour l'explication. Je vais la lancer pour qu'on voit ce que ça donne. Et dans mon contrôleur, je vais utiliser une fonctionnalité d'Application Insight. Je vais tracer des événements qui vont expliquer en gros ce qui s'est passé. Donc, pour rappeler Application Insight, on peut faire plein de trucs. On peut tracer des logs, on peut tracer des exceptions, on peut tracer des dépendances, on peut tracer des événements et on peut tracer des métriques aussi. Donc, en fait, ça fait plus que des logs, parce que ça combine plusieurs outils en un. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt cool quand on l'utilise. C'est qu'on a une seule dépendance et puis là, on a tout. Donc, je vais juste ajouter deux nombres. Et et quand je regarde mes logs, mes événements debug, je vois que j'ai eu un custom event. S'il veut s'ouvrir. Hop. C'est Denis qui t'a demandé d'être en 800 par 600, non? Non, c'est bon. C'est pour ses yeux. Moi, je valide. Non, c'est ma résolution. Je commence à me faire vieux aussi. Et donc là, 13 pouces. non, même pas, c'est un 15.
Donc là, j'ai mon custom event qui apparaît ici, ça remonte dans Log Analytics, c'est plutôt cool, je peux faire des mesures dessus. Je suis bien content. Par contre, maintenant, si je veux tester mon contrôleur, je suis un peu embêté parce que là, l'objet qui vient d'Application Insight, c'est un vrai objet, c'est pas une interface. Donc pour le moquer, ça m'ennuie un petit peu parce que c'est pas super pratique. Et donc, si je veux pouvoir mettre des events, des logs un peu partout, donc je suis obligé de mettre de l'application inside. Des fois, je suis obligé d'utiliser le logger qui vient avec ASP.NET. Donc, ça me complique un petit peu les choses. Et si je veux tracer des événements, donc il faut que je crée des interfaces intermédiaires pour le faire. Donc, je me suis dit, après l'avoir fait sur 2-3 projets, je vais essayer de rassembler tout ça dans un seul composant qui va me cacher un petit peu Application Insight. Donc, le but, c'est pas de faire un nouveau framework de log, c'est vraiment faire juste une couche au-dessus au-dessus d'Application Insight que je vais pouvoir abstraire. Donc, vraiment la plus proche possible d'Application Insight. Je ne veux pas trop changer la logique de fonctionnement pour pouvoir ne plus avoir cette classe-là en dur qui m'ennuie, qui m'empêche de faire mes tests proprement ou de la réutiliser dans des bibliothèques, pour pouvoir vraiment isoler cette dépendance ailleurs. Et comme ça, quand je veux tester, je peux utiliser soit des mocks, soit une sortie vers la console, et j'ai plus cette dépendance en dur via l'application Insight, mais je garde la logique de fonctionnement. Donc j'ai fait un composant sur NuGet. Je vais l'ajouter. Alors le code source, il est le code source, il est complètement sur GitHub. Donc vous pouvez le regarder. Je l'ai mis à jour hier soir avec les dernières mises à jour d'Application Insight. Donc il n'y a quoi pas comme beaucoup de... licence? J'ai mis Apache 2. Donc, Ça te va, sinon il change. Hein. Ouais, sinon ça, voilà. Ok, tu pourras mettre MIT, ouais. Donc j'ai mis mon composant. J'en ai deux en fait. J'en ai un qui va permettre de brancher Application Insight sur ASP.NET en particulier, et un autre où j'ai que mes interfaces qui est vraiment complètement isolé. Dedans, j'ai aucune dépendance à Application Insight, et voilà, la seule dépendance que j'ai, c'est .NET Standard 2. Donc vraiment le truc le plus light possible. Donc tout ce que j'ai besoin de faire, c'est déclarer que j'en ai besoin juste après Application Insight, pour qu'en fait il enregistre les dépendances vers mon interface et la classe concrète qui va appeler Application Insight derrière. Comme ça, maintenant, quand je vais arriver ici, je vais juste remplacer mon télémétrie client par une interface que j'ai appelée iTélémétrie. Hop, je recompile. Donc voilà. Cette interface-là, elle est très simple. Je vais aller dessus. Elle ne fait pas beaucoup plus que la classe d'origine. Donc j'ai repris les principaux objets que j'avais besoin. J'ai rajouté quelques trucs sympas. J'ai remplacé des dictionnaires par des objets qui vont permettre de faire certaines opérations sympas, comme pré-générer des objets télémétrie avec des métadonnées. Comme ça me permet de ne pas les remettre à chaque fois. Donc, ça me permet de faire des trucs assez cool. J'ai un contexte utilisateur, par exemple. J'ai un objet de calcul. Je lui passe un objet télémétrie, mais je vais le précharger avec des métadonnées. Comme ça, ces métadonnées elles seront injectées systématiquement à chaque log que ce calculateur va passer. Donc, ça me permet de réutiliser un peu mes métadonnées et faire mes recherches dessus dans mes logs quand j'ai des problèmes en prod. Donc là, j'ai compilé. Ça a marché tout de suite parce que j'ai fait en sorte, comme je disais, de caler cette interface-là sur le télémétrie client. Et donc, quand je vais le lancer, on va voir, ça va fonctionner exactement de la même façon. Nickel. Donc là, je vois, j'ai mon custom event qui est là. Mais maintenant que j'ai mis cette interface-là, j'ai plus du tout d'adhérence dans mon contrôleur à Application Insight. Donc, je peux facilement maintenant créer un nouveau projet de test. Je vais lui rajouter juste quelques dépendances parce que j'en ai besoin.
Ouais, c'est là où tu vas rajouter ton package Voilà. d'interface. Voilà, exactement. Je vais rajouter MoQ parce que j'ai besoin de le moquer, par exemple. Hop. Je vais rajouter mon interface d'abstraction. Hop. Alors j'ai déjà écrit le test, comme ça je vais pas me le retaper parce que c'est quand même compliqué d'écrire un test. On n'est pas là pour faire des tests. On a déjà fait ça tout à l'heure. J'ai ajouté la dépendance au projet. J'ai triché, j'ai copié le test. Truand. Hmm. Truand. Ah bah oui. Hop, il n'a pas mis la dépendance. Ah oui, parce que je suis pas en .NET 5. Il n'a pas aimé parce que par défaut, maintenant, les projets tests, il les met en 3.1, il les met pas en 5.0. Donc il faut lui dire. Ah, j'ai trouvé un bug. Donc voilà, je lui crée un mock de ma objet télémétrie avec MockU, je le passe. Je crée mon objet, mon paramètre de mon contrôleur. Et là, maintenant, j'ai la possibilité de vérifier que j'ai bien un log, un événement qui a été tracé. Donc, ça me permet non seulement de tester que mon comportement métier est bon ici, puisque ici, j'utilise Enfluent pour ça. Et en même temps, avec mon mock, je peux vérifier que non seulement mon métier est bon, mais en même temps, je sais que mes logs, ils sont aussi gérés. Parce que c'est facile d'avoir un comportement métier, mais derrière, moi, j'ai envie que mon événement il soit bien tracé et je veux avoir une preuve que ça continue de fonctionner. Et donc, vu que maintenant j'ai une interface, je peux le faire, que je ne pouvais pas faire avant. Alors ça, c'était le test d'hier. C'est quand même dingue que le projet. C'est un projet de Microsoft, j'imagine, la librairie. Ah, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une interface par défaut, quoi. C'est juste incompréhensible. Voilà, j'ai fait vraiment le plus light possible. Je vais vous montrer quelques tests. J'ai rajouté quelques trucs sympas ils sont dans les tests. Comme ça, vous allez voir. Hop. J'ai rajouté quelques trucs cool. Hop. Donc j'ai rajouté des objets qui remplacent les dictionnaires. En fait, dessous, c'est des dictionnaires. Ça permet de l'éviter de passer des dictionnaires dans le code. C'est un peu plus lisible. Et alors, je cherche juste le bon test. Voilà. Je peux créer des objets de télémétrie à partir d'un autre objet de télémétrie et je vais lui rajouter des métadonnées. Et automatiquement, ça va me permettre de récupérer les métadonnées que je vais passer la première fois. Comme ça, comme je disais tout à l'heure, ça va permettre de consolider petit à petit. Quand je vais je vais descendre dans mon arbre de travail, je vais rajouter des métadonnées qui vont correspondre à l'environnement. Je peux construire des objets qui vont à chaque fois me renvoyer les clés qui sont ajoutées. Donc, c'est pour ça que j'ai un clone with. Exactement, je lui rajoute des métadonnées et là-dedans, je vais récupérer les métadonnées de l'élément du dessus qui vont être ajoutées là-dedans. Donc automatiquement, dès que je vais aller là-dedans et que je vais envoyer un log, donc d'un stack trace, je vais retrouver mes clés qui ont été ajoutées. Et je n'ai pas besoin de le faire à chaque fois parce que je trouvais ça aussi un peu galère sur certains projets. Comme je ne pouvais passer qu'un dictionnaire, dès que j'ai rajouté dans un algo, je mettais l'ID de la ressource qui était correspondante et ce n'était pas forcément très lisible dans le code. Donc
Comme ça, en fait, je lui passais et après automatiquement, j'avais pas de souci. Je savais que je retrouvais dans mes logs, quand j'avais une exception, je retrouvais toutes mes clés qui me permettaient de retrouver l'erreur. Donc ça m'a fait gagner pas mal de temps dans mon code. Donc vous pouvez jeter tout. En fait, tout ce que je peux faire avec, c'est dans les tests. Je crois que j'ai couvert quasiment 100% de l'abstraction. Donc vous pouvez aller voir. Et j'ai rajouté aussi dans l'abstraction quelques sorties. Je peux l'envoyer aussi sur les objets de debug ou même sur la console pour les tests. Je n'étais pas obligé tout à l'heure de faire un mock si je ne voulais pas tester le truc, mais je peux envoyer directement aussi les objets sur la console. Comme ça me permet de l'avoir dans l'output. Comme ça, je peux switcher dans mes tests. Soit je mock, soit je mets dans la console pour le diagnostic. Et donc ça, c'est dans l'abstraction. Il y a Ludovic là, qui a envoyé un lien sur le chat là, pour indiquer que effectivement c'est une des issues dans le projet de App Insight. Et pour l'instant, la dernière réponse de Microsoft au 5 juin, c'est que pour l'instant, on n'a rien sur le feu à ce propos-là. Mais il le laisse ouvert. Super. Super. Mais voilà, donc c'est super léger. Il y a très peu de code. Donc, n'hésitez pas, je le mets à jour régulièrement avec les dernières versions. Mais Application Insight, ce n'est pas le composant qui évolue le plus. Donc, j'ai mis le plus bas possible au niveau des dépendances. Je ne l'ai pas mis dans tout niveau. J'essaie de me caler sur les frameworks qui sont utilisés d'Application Insight pour les composants, pour être le plus proche possible de tous les utilisateurs d'Application Insight. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, vous me dites, et puis j'essaie de rajouter des choses si vous voyez. Mais voilà, j'essaie de faire le plus light possible. Je ne voulais pas recréer un nouveau framework de log, je voulais faire juste une couche d'aide au-dessus. Ouais, généralement, c'est les architectes qui font ça, qui réinventent tout et qui passent leur temps. Non, je voulais juste me simplifier la vie. Oui, c'est du concret, c'est du pratique, quoi. Une petite question, Mitch. Nous, on utilise App Center, qui est aussi une surcouche d'Application Insight, si je comprends bien, puisque je vais voir les métriques et tout ça dans Application Insight. En tout cas, je les exporte dans Application Insight. Sur une application WPF. Et j'imagine que là, dans le framework de base, tu n'as pas toute la gestion de si tu n'as pas de connexion sur Application Insight au moment où tu logs, le log, il est perdu, non? En fait, tout ce que je fais, c'est que je renvoie j'appelle quasiment directement en dessous la même méthode qui correspond au niveau de l'objet télémétrie client. Donc en fait, si télémétrie client n'y arrive pas, moi j'y arrive pas parce que je fais que ça en fait. J'ai pas de logique intermédiaire. Ma question elle est plus pas par rapport au framework, mais par rapport au framework d'origine. Donc eux, ils ne sérialisent pas et ils essaient pas d'envoyer le point de télémétrie plus tard. Non, je crois qu'il l'envoie direct. Ouais. Si, il y a un truc, il y a un package pour ça, c'est la version desktop d'Application Insight ou serveur, je ne sais plus comment il s'appelle le package là, mais il y a un package qui dit où stocker il stocke dans un fichier et puis il peut renvoyer plus tard au besoin. Puis il peut les envoyer par batch aussi pour pas les envoyer pas bourriner sur le network. Mais même dans les autres versions, je pense qu'il y a des paramètres qui permettent de configurer, qui sont mis par défaut dans un mode, en gros, j'envoie presque immédiatement, mais je pense mais je crois que par défaut, si tu ne prends pas le package desktop, je ne suis pas sûr qu'il stocke dans un fichier on the side. Là. Je sais plus, il y avait c'est possible en tout cas, quelque part, de le faire. Quoi. Pas dans un fichier, mais en mémoire, à mon avis, je pense qu'il le stocke. Ouais, mais quand tu stockes dans un fichier, c'est pratique. Si ton application crash, par exemple, quand tu redémarres, il l'envoie en fait. Oui, c'est ça, ça d'accord. Ouais. Mais ils ne sont pas très clairs sur leur doc, je trouve. Il faudrait qu'ils fassent un petit peu de progrès, ça reste trop boîte noire. Ce genre de questions, elles devraient être dans la doc. Ouais. Oui, parce que par exemple, l'application Insight version desktop, c'est vrai que moi j'ai activé le mode pour faire un petit peu ce cache. Et quand l'application se ferme, du coup, il conseille de mettre en gros un timer, un sleep de au moins 1 seconde pour laisser le temps à Application Insight d'envoyer ce qu'il aurait dans son buffer. Et c'est marqué comme ça dans la doc. Hein. Donc je l'ai fait. Oui, ok. Bon, écoute, c'est sûr. Ouais, surtout que toi, tu utilises Application Insight derrière, on peut mettre ce qu'on veut derrière, quoi. Hein. Enfin, on peut imaginer même mettre du Log4net si on a envie derrière. C'est une interface. Après, le problème, c'est que
j'utilise vraiment certaines logiques comme les métriques ou en fait, on ne pourra pas faire grand-chose avec Log4j, quoi. C'est-à-dire que la plupart des objets, les logs, les events, on pourra faire quelque chose, mais ça ne sera pas aussi structuré parce qu'il y a une sorte de syntaxe dans Application Insight que tu n'as pas forcément ailleurs. Mhm. Mais ouais, on pourrait mettre du Log4j derrière, mais c'était pas le but. Oui, c'est pas le but initial. Sinon, j'utilise Serilog ou le logger par défaut Ouais, c'est ça. qui fait le boulot. Je voulais pas faire un énième interface de log. Je voulais faire juste une surcouche en disant je sais quel logger je vais utiliser et je veux juste me simplifier la vie. Et le logger par défaut, il a une interface au moins, lui. Ouais, lui, ouais. Et ils ont fait ça bien. Ok, bah écoute, merci Michel. Moi j'ai juste une dernière petite question là, parce qu'il nous reste 5 minutes. Je voulais avoir un petit peu votre avis. Voilà, chez un client, ils ont Azure DevOps pour tout ce qui est leur source, etc. Et au niveau des artefacts, ils ont mis leur propre package, donc les packages de DLL qu'ils ont développés eux-mêmes, mais ils ont rajouté, pardon? En NuGet privé, alors? Oui, un NuGet privé. Ouais. Mais ils ont rajouté également les packages, les packages, j'allais dire, traditionnels. Public, ouais. Publics. Dans les artefacts. Donc, la question que je me posais, c'est à quoi ça sert d'utiliser ces packages publics à l'intérieur des artefacts? Est-ce que ça ne fait pas redondance? Est-ce qu'on ne peut pas passer directement sur NuGet plutôt que de passer par les artefacts? Alors, tu parles de l'upstream en fait, au lieu de pointer vers NPM. Ouais, tu as plusieurs usages, ça te permet de savoir lesquels sont vraiment utilisés, puisqu'il va te dire aussi les dernières fois qu'ils ont été téléchargés, combien de fois. Ça peut être intéressant. Ça te fait une cache aussi, parce que ça t'évite du coup, quand tu as plusieurs développeurs, plusieurs projets qui utilisent les mêmes paquets NuGet, ben, il va rester en interne pour les installer. Il ne va pas devoir repasser à chaque fois sur NuGet.org et prendre la bande passante. Bon, ça gagne un petit peu à ce niveau-là aussi. Et tu es indépendant du coup des serveurs extérieurs, quoi. Mais le problème, c'est que tu as un coût par rapport à ça. Ouais, les packages, tu commences à payer à partir de 2 gigas. À partir de 2 gigas. Donc, si tu prends du NPM, les NPM, le problème, c'est que tu as des dépendances de dépendances. Et les 2 gigas, tu y arrives rapidement, surtout qu'en plus, si tu ne fais pas du cleaning par rapport aux versions, si tu as une nouvelle version qui apparaît, tu vas directement avoir une chaîne de dépendance énorme. Tu vas vite dépasser. Tu payes à partir du moment où c'est dans un Azure DevOps online. Même en offline, même en on-premise. Le feed, il se trouve sur Azure DevOps uniquement. Et moi, sauf, excuse-moi Richard, vas-y. Sauf si tu utilises du on-premise et que tu fais du .NET, à ce moment-là, tu as le cache local de ta machine. Mais tu dois toujours utiliser la même machine alors. Non, mais le cache local de la machine, c'est pas le même chose, c'est pas l'enregistrement des artefacts avec la gestion complète des artefacts. C'est ça, tu n'auras pas. Donc si tu veux mettre un upstream en place, tu dois alors prendre une formule en espérant qu'il ne dépasse pas les 2 gigas pour que ça reste gratuit, et sinon après tu dois prendre la formule payante. En sachant qu'à 2 gigas, il te bloque complètement. Il te dit que tu peux plus rien uploader, tu peux plus rien télécharger. Nous, c'est ce qu'ils utilisent chez un client, et la raison principale pour laquelle ils font ça, c'est pour éviter, parce qu'ils utilisent notamment un proxy pour sortir sur Internet, et donc du coup, quand tu essayes de faire des mises à jour, la configuration des NuGet config, ça devient le bordel de dire tel package NuGet, tu vas sur cette route-là, avec le proxy, tel paquet autre NuGet qui est interne, tu vas de l'autre côté. Et donc pour finir, tout est simplifié en disant on prend uniquement les paquets locaux, entre guillemets, sachant qu'en local, il fait des mises à jour régulières pour récupérer les paquets publics dont on a besoin, quoi. Ouais, justement, moi, c'est plus ça qui m'interpellait plutôt que des histoires de sous. Vous êtes proche de vos sous. Enfin, même pas que c'était payant. Nous, on est blindés. 33 centimes le giga, je crois. Ouais, mais bon. JavaScript, c'est quand même cher, quoi. Non, mais la question que je me posais, c'est imaginons le gars, il a mis la DLL, le package NuGet par exemple de Log4j, il a mis le package dans Artifact, il a mis la version 2.0.0. Si sur NuGet.org, Log4j publie la version 3, il faut. Attendre la mise à jour. Il n'est pas au courant. Il y a des mises à jour. Il y a un scheduling, je pense. Je pense que il y a un mécanisme. Planifier. En fait, c'est le client quand il va faire la requête qui va remonter la requête à NuGet, et s'il n'y a pas de mise à jour, il va renvoyer. C'est juste, à mon avis, Je pense pas que c'est chaque client. Nous, en tout cas, ils font ça, je crois que c'est toutes les nuits. Ils font à 2h ou 3h du matin, ils font un screen automatique
et ils vont automatiquement récupérer les nouveaux paquets. Maintenant, il y a peut-être d'autres moyens. Hein. À l'intérieur de ton artefact? C'est-à-dire que dans ton artefact, tu auras la dernière version qui sera mise à jour automatiquement sans que tu le demandes? Ouais. Il me semblait qu'à ce niveau-là, c'était on demand. Hein. Ouais, c'était le client quand il allait chercher les mises à Il me jour. semble, hein. Il faisait juste le proxy sur DevOps. Enfin, Faut il que va je remonter vérifie, la mais j'ai vu requête. passer des logs, C'est- moi. c'est J'ai du vu passer des on-demand. logs comme quoi il faisait. Pour moi, ou alors il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être des builds qui passent à ce moment-là. Et des builds qui ont une étoile, une astérix, et qui vont regarder Non. s'il y a. Enfin, qui Ouais. n'ont pas des versions bien définies, et à cause de ça, ben, ils voient qu'il y a des nouvelles versions qui apparaissent et ils vont rechercher une nouvelle version. Mais- J'irai vérifier, mais il n'y a pas de build qui passe. Ah. Maintenant, il y a peut-être un autre process. Ils ont peut-être mis en place quelque chose, une astuce pour faire comme si. Ça, c'est possible. Hein. Parce qu'à la base, normalement, c'est du on-demand dans l'upstream. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une demande, il va regarder si le truc est en local, enfin sur son feed, et s'il ne l'est pas, il va rechercher la version sur les feeds qui sont renseignés. Je vais me Oui, mais moi, connecter sur le serveur pour aller voir. je suis bête, hein, mais On le sait. Tu si, peux t'arrêter là, non, arrête-toi là, c'est bon. si le On arrête là? si Bonne le Bonne journée à Fortnite- tous, bonne soirée, merci en tout cas d'avoir assisté à ça. Et je vous en Merci prie. Richard pour ces bons mots de fin. Si le Fortnite il publie sa version 3, il faut bien qu'il y ait quelqu'un au niveau de la gestion de son Azure DevOps qui mette à jour son artefact. La Vornet version 3, tu rêves. Ouais, En fait, ça dépend, Richard, parce que si. T'aurais dû mieux choisir, hein? ouais, prout. En fait, non, ça ne se passera pas comme ça. Ça dépend si tu as, par exemple, lors du développement, l'utilisation du package, on a mis une astérix pour la major, enfin, une astérix complète. Donc, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de toujours avoir la dernière version qui soit disponible, ce qui est en soi une très mauvaise pratique parce que les majors sont des breaking change potentiels. Mais imaginons qu'on est sur ce comportement-là, la version numéro 3 ne va apparaître que lorsque la prochaine demande pour savoir c'est quoi la dernière version va être exécutée. Oui, donc il faut bien qu'il y ait une action de la part de quelqu'un dans l'entreprise. Sauf si c'est un build automatique. Par exemple, ouais. Si tu as un schedule automatique toutes les nuits pour reproduire pour reprendre la dernière, pour déployer une nouvelle version, par exemple, Ouais. et qui voit que à 2h du matin, il fait un npm restore pour créer npm restore, un nugget restore pour créer une release, et qui voit, ok, moi je suis en version 2 actuellement, mais si j'ai la référence qui est une astérix complète, j'aurai la dernière version c'est 3, donc il va faire un upload de la 3. Il va downloader la 3. Ça veut dire qu'il check sur Artifact et il check en même temps sur NuGet et sur NPM? S'il l'a pas, oui. Non, il check au travers d'artefacts. C'est ça, il passe toujours par l'artefact pour le savoir. Et Ouais, Artifact? D'accord. Ok. Bon, mais écoutez, je Il y a coucherai quand même moins un bête ce gros soir. avantage. Enfin, il y a un point que vous n'avez pas du tout mentionné, c'est la reliability. Par exemple, si vous avez une grosse entreprise, si tout le monde tape sur Nugget.org, pas forcément, mais sur NPM throttle les demandes. Vous êtes limité à un nombre de demandes par jour. Pareil Ouais, sur mais quand Docker t'es sur Hub NPM, maintenant. Quand tu es sur un self-hosted de Microsoft, tu n'as pas ce problème-là parce qu'ils ont sûrement un accord entre les deux. On n'a jamais eu ce problème-là. C'est possible, il y a les accords, mais de manière générale, autrement. En fait, c'est ça. Il y a aussi le problème de si NPM supprime un package, qui est déjà arrivé par le passé, bah, ton build est plus reproductible alors que si tu as copié le package en local sur ton Azure DevOps, tu n'as pas le problème. En fait, c'est plus la reliability en fait, de copier les packages publics en local. Quoi. Ouais. Tu as la même chose avec Java. Du Java, alors. En Java, ouais, tous les trucs. Problème. Ouais. Parce qu'en Java, les Maven, enfin les feeds Maven te garantissent pas que ça fonctionnera, enfin que le package sera encore disponible dans 2 ans. Ah, mais c'est Java. Ouais, bon. Bien. C'est le cas en .NET. En .NET, toutes les versions sont encore dans Nugget.org. cause, non, du coup, ça va être bête de le garder en local. Pardon? S'il le supprime en modèle package et qu'on l'a toujours dans son projet, normalement, c'est une bonne cause quand ils vont le supprimer. Non, mais normalement, tu ne l'as pas dans ton dossier, dans ton serveur Git. Hein. Tu l'as en local pour faire les compiles, mais il n'est pas sauvegardé dans ton Git. Il est téléchargé par le build server quand tu compiles ton projet. D'accord. En tout cas, nous, on ne remonte pas toutes les dépendances. Et pour juste confirmer, ou je ne sais pas, je regardais effectivement sur le serveur ici du client en question, j'ai pas retrouvé le scheduling dont je parlais. Donc, à mon avis, c'est comme vous avez dit, c'est lors de l'appel qui fait effectivement via l'artefact la recherche pour faire la mise à jour. Je sais pas où j'ai été voir ça. J'ai dû rêver. C'est pas grave, Denis. On va t'apprendre. Ouais, je sais. Voilà. Bien. Bon, bah écoutez, merci d'être venu. Adrien, toi, tu as un truc bientôt? C'est demain ou la semaine prochaine? Demain, il y a le VACD.
le Virtual Azure Community Day où je suis organisateur avec Microsoft France, dont Charline, Olivier et Maude Lévy. Donc ça commence à 10h et ça se termine à 22h. Et il y avait ce midi, juste avant midi, le Global Tools, les outils. .NET Tools. Il y avait eu le Global Tools, c'était une vidéo qui a été tournée au MIC il y a 2 semaines. Et la semaine prochaine, il y a le MIC qui commence son programme de Power Branch, qui est c'est des différents types de formations en soi qui sont gratuites, accessibles à tous pour avoir un développeur 360, comme ils les appellent, avec de l'AR, de l'AI, de l'AR, du VR, du mobile, du web et du DevOps. Et la semaine prochaine, on commence avec une revue de .NET 5 et Envy dans le monde de JS, mais je ne sais pas c'est quoi. Je ne le cache pas. Non, Ivaï chez Angular. C'est le monde JS. Ouais. Angular, c'est JS. Oui. Tu tapes du JS, tu fais du TypeScript si tu veux. Du TypeScript. Bien. Écoutez, merci à vous. Portez-vous bien. C'est bientôt Noël, donc allez acheter vos sapins. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et ciao. Ciao. Salut. Ciao.